et bienvenue. Merci d'être avec nous sur la Parole éternelle et c'est En bonne santé, votre magazine de la santé qui prend la santé bien sûr, la santé publique, votre santé qui nous intéresse. Aujourd'hui, nous parlons des avortements. Nous les disons au pluriel parce qu'il y en a beaucoup. Vous allez voir, on va découvrir déjà à partir de maintenant les avortements, quelles sont les causes, les conséquences, pourquoi avorter, pourquoi interrompre une vie, parce qu'on parle de la vie de quelqu'un. Et donc aujourd'hui, on parle avec Dr Peter Mutombo, quelqu'un que vous connaissez, très habitué à cette émission, que nous recevons encore dans ces programmes. Bonjour docteur et bienvenue. Bonjour ma sœur et aussi merci pour cette invitation. Merci aussi à vous d'être là aujourd'hui. Comme je le disais, je l'ai annoncé que nous parlions des avortements. Je les mets, comme je disais, au pluriel parce que je sais qu'il y en a beaucoup. Alors, on va aller les découvrir au fur et à mesure. Aujourd'hui, on découvre un peu comment est-ce qu'on peut comprendre, expliquer et même définir les avortements. C'est quoi exactement? Oui, c'est une très bonne question parce que de plus en plus dans notre milieu, il y a des scandales parce qu'une telle personne est décédée parce qu'elle s'était fait avorter ou elle a fait elle-même un avortement à la maison. L'avortement, nous disons que c'est le fait d'interrompre une grossesse avant son terme. Donc, vous mettez fin à un fœtus ou l'embryon avant que l'enfant puisse mûrir et puis naître normalement. C'est ce que nous appelons avortement. Et donc, mettre fin à une vie avant qu'il ne mûrisse, avant que cette personne n'arrive à terme. Et donc, on parle de différents... je peux dire différentes catégorisations des avortements, et puisqu'on dit qu'il y en a beaucoup, comment est-ce qu'on peut les classer pour bien les comprendre? On peut les classer, il y en a beaucoup? Oui, justement, nous avons surtout deux grands groupes d'avortements. Nous avons les avortements que nous disons spontanés et les avortements provoqués. Et dans les avortements spontanés, nous avons encore deux sous-groupes que nous appelons une fausse couche. La fausse couche peut être précoce, c'est-à-dire avant la 12e semaine de la grossesse. Lorsque la femme perd son bébé et commence à saigner directement, on appelait ça une fausse couche précoce ou un avortement spontané précoce. Et puis nous avons une fausse couche tardive, là c'est après la 12e semaine, et alors là on va jusqu'à la 22e semaine. Là nous disons 22e semaine ou lorsque le fœtus a moins de 500 grammes. Et c'est comme ça que nous pourrions appeler ça une fausse couche tardive. Alors, lorsqu'on dépasse la 22e semaine et sous d'autres cieux, à partir de 24e semaine, on pourrait parler déjà d'un soit d'état de mort fétale in utero ou un accouchement prématuré. Et dans notre milieu ici, comme au Congo, nous, c'est à partir de la 28e semaine, lorsque vous perdez un enfant, on dit que c'est soit un mort fétal in utero, donc l'enfant était mort à l'intérieur de l'utérus, ou un accouchement prématuré. Voilà comment on essaie de voir les choses. Et l'autre avortement que nous avons dit provoqué, dans le provoqué, nous avons l'interruption médicale de la grossesse. Et alors là, c'est lorsque la femme est enceinte et qu'on voit son produit de conception, l'embryon, le fœtus, porte une malformation qui pourrait mettre sa vie en danger. Lors de la naissance, on va voir que cet enfant va mourir, ou l'enfant porte un handicap physique qui pourrait faire en sorte que l'enfant soit vraiment une charge pour la société. Alors le médecin peut s'asseoir pour se dire, nous mettons un terme à cette grossesse parce que c'est un produit qui n'est pas appelé à vivre. Ou on voit parfois un enfant, entre parenthèses, on dit le malformation ou un enfant monstre, et on fait de mettre un terme à cette grossesse. Et on peut aussi mettre un terme à une grossesse de manière médicale lorsque la vie de la maman devient en danger. On se dit, si on laisse cette femme aller jusqu'à son terme, soit qu'elle va mourir avant de pouvoir mettre au monde cet enfant ou pendant l'accouchement, ou encore elle pourrait mourir avant. Alors le médecin aussi peut se réunir ensemble avec le couple, et il y a des voies, des moyens légaux que la justice a déjà essayé d'organiser pour essayer de mettre aussi un terme à cette grossesse. Là, nous appelons ça une interruption médicale ou thérapeutique de la grossesse. Il y a aussi les avortements que nous appelons interruption volontaire de la grossesse ou l'avortement sur ordonnance dans le pays où on a autorisé les avortements, où la personne peut s'élever et venir à l'hôpital et dire que docteur, je voudrais mettre un terme à ma grossesse. Dans le pays où on a légalisé, il y a la procédure qu'il faudrait aussi suivre pour pouvoir mettre en terme cette grossesse. Et puis il y a les dernières catégories, c'est l'avortement clandestin criminel
Généralement, c'est ce que nous rencontrons dans notre milieu où on amène, vous rencontrez seulement que quelqu'un jetait un enfant, un fœtus à gauche ou à droite, et puis ça crée l'engouement des gens. Ou soit on voit que dans un centre de santé, une jeune fille était venue pour avorter là-bas, et puis elle est morte. Tous les centres en débandade. Généralement, c'est ce que nous rencontrons dans notre milieu, que nous condamnons cet avortement clandestin, criminel. Et c'est de tout ça que nous voulons parler dans cette émission aujourd'hui. En parlant des avortements, on comprend qu'il y a des fausses couches, il y a des avortements thérapeutiques, il y en a des volontaires, clandestins, et tout ça sont réunis dans les différentes classifications, catégories. Et donc on va y aller pour comprendre chaque étape des avortements. Est-ce qu'il y a des risques? Oui, il y a des risques peut-être, mais quels sont ces risques et comment peut-être, s'il faut le faire, il faudra peut-être bien le faire. Alors, vous avez parlé de certains pays peut-être qui permettent, s'il faut aller dans la classification statistique et tout, est-ce qu'il y en a, vous avez, étant en contact avec les malades, vous avez quand même un nombre ou des chiffres à nous donner? Est-ce qu'il y en a qui viennent proposer, il y en a qui le font, qui provoquent? Est-ce que vous avez des personnes comme ça ou un nombre déterminé, peut-être pour Lubumbashi, au Katanga ou le pays? Oui, c'est très très bien. Vous savez, dans notre milieu, surtout à Lubumbashi ou en République démocratique du Congo, lorsqu'on se fait avorter, généralement on n'en parle pas, que ce soit de manière thérapeutique. Oui. Et souvent ce sont des spontanés. Et puis avec notre coutume, on se dit, c'est comme si on élevait, on rendait gloire au diable que moi j'ai perdu un enfant. Et surtout pour les couples qui ont l'habitude de connaître des fausses couches à répétition. On en parle presque plus, c'est devenu un sujet de moquerie. C'est ce qui fait que nous avons des statistiques ou des chiffres qui sont un peu erronés parce que beaucoup de gens les déclarent. Et puis à côté de ça, il y a aussi certains avortements que nous appelons biochimiques. La femme a constaté un petit retard, après 2-3 jours de traitement, elle expulse. Elle expulse. Parfois même la femme s'est dit, est-ce que j'étais vraiment enceinte ou bien c'était des règles? Il y a aussi un pourcentage assez faible de ces situations-là d'avortement dont on ne compte pas vraiment. Mais il y a un laboratoire très réputé ici en Afrique qu'on appelle l'ANSET qui a essayé de mener des études de 2015 à 2020 et puis ils ont essayé de voir que sur base, ils ont fait une correction sur le plan mondial, on parle de 121 millions d'avortements qui se sont passés justement dans le monde pendant ces temps-là. Et avec un chiffre autour de 60 millions d'avortements au moins par an. Donc ça fait déjà toute une population. Nous savons que juste ici au Congo-Brazza, l'ensemble des derniers chiffres qu'on avait, ils ne sont pas plus de 6 millions la population du Congo d'en face. Alors lorsqu'on peut déjà apporter au moins 60 millions d'avortements qui peuvent se passer par an, vous voyez que c'est un chiffre vraiment énorme. Et puis on dit que c'est beaucoup plus la tranche d'âge entre 15 à 49 ans, où il y a 15 ans à 49 ans, où il y a beaucoup des cas d'avortement. Alors si nous allons dans notre pays, il y a une étude qui avait été menée aux cliniques universitaires de Kinshasa en rapport avec notre milieu, on pourrait répercuter ça aussi ici. On a vu que c'est beaucoup plus les femmes mariées qui se font avorter, les femmes, les couples mariés qui se font avorter. Donc, plus des avortements volontaires. Des avortements volontaires, oui, provoqués, si vous pourrez le dire, les avortements volontaires provoqués. Et ce sont beaucoup plus les couples qui pratiquent. Essayez seulement de mener des enquêtes. Vous verrez que, oh non, j'avais juste un enfant, je venais juste de mettre au monde mon bébé à 3 mois, et puis du coup, je me retrouve enceinte. En tout cas, docteur, cet enfant, moi, je n'en veux pas. Même si vous faites comment, vous verrez 2-3 jours après, et voilà, la femme vient avec un saignement. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, pendant que j'avais commencé ma pratique médicale, j'étais dans le Bas-Congo, et à Matadi. Pendant qu'on faisait la journée, la garde devait commencer les matins jusqu'au lendemain matin. Alors dans la journée, nous recevons une jeune fille qui vient, je pense qu'elle pouvait être autour de 16 ans, et là-bas à Matadi, elle est venue justement à l'hôpital pour dire que docteur, moi je suis élève, je suis en 6e, je ne peux pas me retrouver enceinte, il faut que j'avorte. En tout cas, on l'a chassée. Et puis la nuit, pendant qu'on faisait la garde, on nous amène cette même jeune fille-là, en catastrophe, et en train de signer, et elle-même elle a mis des histoires pour pouvoir, on ne peut pas dire ça à la télé, et elle a mis des histoires pour pouvoir provoquer cet avortement. Et là, dans le cabinet, encore c'est moi qui hormis c'est toi. Et puis la fille me rappelle, docteur, j'étais venu la journée te voir, tu as bien refusé de me chasser, mais non, tu viens pour me sauver, non? Et puis je suis allé rendre
faire les rapports à mon aîné qui était là, parce que j'étais juste jeune débutant. Il me dit, ah, docteur, c'est toi alors qui vas aller réparer. Et c'est cette femme-là que j'ai appris à comment réparer les avortements qui sont incomplets. Donc un avortement et puis incomplet pour pouvoir sauver. Et puis on a dit qu'on va faire ça même sans anesthésie pour qu'elle ait mal. Et c'est comme ça que nous avons essayé de faire. Donc ce sont des choses qui arrivent très très couramment dans notre milieu et nous en connaissons de plus en plus. Souvent, ce sont des femmes mariées, comme je vous ai dit. Elle a un bébé qui a 3 mois, un bébé qui a 1 année. Elle s'est dit, moi je travaille, il faudrait qu'il y ait. Donc c'est un peu ça. Et puis dans le deuxième lot, nous avons des personnes qui ont certaines responsabilités. Et là, nous voyons des religieuses qui sont là-bas. Et dans les religieuses, on va pouvoir les religieuses comme on les connaît, et puis des religieuses dans les églises, des réveils, pour des raisons des responsabilités, parce qu'on connaît que je suis religieuse, on connaît que je suis diaconesse, on connaît que je suis responsable dans l'église, je dois mettre un terme à ça. Il y a aussi certaines femmes mariées qui viennent, dont les hommes ont l'habitude de voyager et se retrouvent enceintes de quelqu'un d'autre. Elle, celle-là, elle doit quand même rapidement interrompre cette grossesse. Donc, il y a vraiment un grand pourcentage là. Il y a aussi les étudiantes et qui habitent le home pour des raisons académiques. Il faut qu'elles terminent ses études. Elles les font. Ça, c'est vraiment dans la deuxième catégorie, avec un pourcentage assez élevé de personnes qui se font avorter. Et puis il y a aussi la troisième catégorie, là c'est un peu moindre, et il y a des couples incestueux, entre frères, entre cousins, entre parents, des grossesses comme ça où les gens aussi viennent se faire avorter. C'est ça, ce sont des études qui ont été faites dans notre pays, à Kinshasa, et on a essayé de publier, et on s'est dit que c'est une réalité qui est aussi dans notre ville. Il y a le Lubumbashi, nous rencontrons des couples qui viennent aussi pour des raisons pareilles. Donc il y en a plusieurs raisons pour lesquelles on va encore marteler, on va encore en parler plus pour savoir si oui ou non il est bon de faire ces avortements dans ce sens-là. Alors parce qu'il y a des catégories, on en a parlé, des spontanés et des provoqués. On peut prendre d'abord cette première catégorie des avortements spontanés. Pour parler, vous avez bossé les fausses couches. Oui. Alors est-ce qu'on peut déjà commencer par comprendre quelles sont les causes, s'il faut parler d'abord des fausses couches qui nous intéressent aujourd'hui, quelles sont les causes? D'accord. Oui, les causes générales. Pour que la population nous comprenne, nous appelons fausse couche toute interruption de la grossesse, que ce soit spontanée. Surtout, les fausses couches, c'est spontané. Et donc, ça survient sans qu'il y ait manipulation de l'homme. Donc, ça vient de manière spontanée ou accidentelle. Alors là, c'est avant 12 semaines de la grossesse. Alors, vous avez dit que ce sont des causes. Quelles sont les causes? Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu un peu courant hein, chez les femmes, même les femmes mariées. J'ai fait une fausse couche. C'est devenu dans toutes les maisons. Quelles en sont les causes exactement? Est-ce que c'est l'alimentation, le mode de vie? Qu'est-ce qui se passe exactement? On a dit qu'une femme sur deux a déjà connu ce problème des fausses couches spontanées, comme on a dit. Et d'ailleurs, ça peut arriver soit par erreur, et moi je me rappelle mon prof des gynécos qui m'a donné cette partie de cours, il disait au début, parfois du mariage, les rapports sexuels sont saccadés. Ça peut arriver que par manque d'expérience, l'homme pourrait utiliser certaines manipulations ou la femme, et on peut connaître ces genres de fausses couches. Donc ça revient comme ça de manière spontanée et ce n'est pas dramatique, nous rassurons les gens. Et ça commence à être dramatique lorsque c'est à répétition. Aujourd'hui, la médecine est quand même assez avancée pour que la femme puisse apprendre à gérer son horloge gynécologique pour pouvoir gérer ses règles. C'est possible, c'est pourquoi il faudrait être enseigné pour éviter. Donc il y a des services de planning familial dans notre ville ici qui donnent des conseils gratuitement pour bien espacer les naissances et éviter ainsi ce genre de grossesse. Ou alors tu tombes enceinte, tu ne sais même pas que tu étais enceinte. Il y a une femme qui est venue nous voir et pour faire un planning familial et le médecin était trop pressé de mettre directement cette femme sous contraceptif alors que la femme était déjà enceinte. Tu vois le genre de femme qui tombe enceinte et puis après elle attend la reprise de couche et pour venir consulter. Alors la reprise de couche peut ne pas venir à temps. Donc avant qu'il y ait reprise de couche, il y a d'abord ovulation et dès qu'il y a absence de l'ovulation, alors vous allez voir les règles revenir. Cette femme est venue et le médecin pensant que la femme
avait une améliorée physiologique parce qu'elle avait un bébé, pourtant la femme était déjà enceinte. Alors elle donne un contraceptif à cette femme et ce contraceptif, la femme était enceinte, ça fait en sorte que la femme puisse expulser 2-3 mois après. Donc ce sont des choses qui arrivent dans notre milieu parce qu'il n'y a pas d'information. Donc alors, avant que la femme accouche, avant les 45e jours, on demande à la femme de revenir à l'hôpital pour donner ses conseils de planning familial. Et dans le conseil de planning familial, on invite les couples. Et on refuse aujourd'hui de faire seulement avec la femme parce qu'il y a parfois des conflits de couples. Il y a des hommes qui veulent que sa femme puisse accoucher chaque année 3 enfants, et de manière à ce qu'ils puissent arrêter après 3 enfants ou 4 enfants parce qu'ils ont connu des moments de stérilité. Et la femme, elle ne veut pas. Elle cache à l'homme et puis elle vient seule pour mettre un contraceptif. Et le mari ne comprend pas pourquoi la femme ne tombe pas enceinte. Donc on conseille toujours au couple de venir à 2. Comme ça, on explique les deux et ils prennent le temps de décider pour prendre un traitement contre la contraception. Et on va expliquer les biens fondés et les désavantages et les désavantages pour chaque méthode qu'ils auront à adopter. Donc c'est quand même important que l'information puisse passer et que ça puisse passer même dans nos églises, dans nos cellules, qu'il y ait au moins de personnes qui puissent parler de cela parce que ça fait partie de nos vies, parce qu'on a remarqué, comme je vous ai dit, qu'il y a beaucoup de femmes consacrées. Souvent à l'hôpital, on parle de œuf clair. Donc œuf clair, c'est comme une grosse... Donc un œuf qui n'a pas le jaune d'œuf. Et tu vois que ce n'est pas appelé à pouvoir se développer et puis ça sort de manière spontanée. Et puis, il peut y avoir aussi certaines malformations que l'on peut trouver au niveau de l'organe. Donc là, c'est organique. Soit que cette femme-là a un utérus qui est trop réduit, ou bien soit c'était une conséquence des avortements clandestins qu'elle avait eu à connaître quand elle était très jeune. Et on avait fait peut-être, oui, on avait fait un curettage assez brutal, assez écrasant, où on a blessé les 2 parois de la cavité utérine et la cicatrisation s'est mal faite. Donc, c'est-à-dire, il y a eu synéchie. Synéchie, c'est-à-dire, ça réduit la capacité de la cavité utérine qui est devenue réduite, ce qui fait que le produit de conception ne sait pas se développer à l'intérieur et ça fait comme une pression pour pouvoir sortir de manière spontanée. Il y a aussi des complications liées surtout aux avortements clandestins où le col devient béant. C'est-à-dire le col ne sait plus se fermer normalement et puis ça commence à être béant. Il y a certaines chirurgies qui ont été pratiquées au niveau du col ou soit certaines réparations. Nous avons vu des femmes qui ont accouché normalement, mais elle avait fait des déchirures. Et après déchirure, la personne qui a essayé de suturer a mal suturé et jusqu'à soit fermer le col ou déranger une partie au niveau du col. C'est ce qui fait que la grossesse à un certain niveau commence à s'expulser de manière spontanée. Il y a aussi des infections, des infections. Certaines femmes, elle est enceinte, mais voilà, elle a des infections, elle ne prend rien ou elle fait l'automédication et ça peut faire en sorte que l'automédication, là, elle prend un produit qu'il ne fallait pas causer cette fausse couche ou les infections qui peuvent ouvrir aussi les cols et occasionner cela. Accidentel, on pratique le sport ou on connaît un accident et cet accident peut faire en sorte que la femme puisse connaître cette fausse couche. À votre avis, la femme est informée? Est-ce que la femme sait qu'elle est, par exemple, exposée à ces fausses couches? Il y a des femmes qui se marient sans éducation je peux dire sexuelle, qui ne savent pas, qui n'ont pas d'expérience, comme vous l'avez dit, mais qui vont comme ça, des hommes et des femmes, mais il y en a aussi des infections ou mauvaises manipulations. Est-ce que la femme est informée, selon vous, de tout ceci pour arriver à remédier, surtout à éviter à ce qu'elle fasse des fausses couches? Très peu de femmes savent. D'ailleurs, on dit, dans le couple, même dans les églises, on pourrait peut-être initier ça. Normalement, il faudrait, dans le couple, si vous avez le projet d'avoir un enfant, de consulter. On fait une consultation préconceptionnelle. Alors, on mène une série d'examens pour pouvoir vérifier vos états. Il y a des femmes qui ont une incompatibilité sanguine, c'est-à-dire ils sont des résus négatifs. Alors, pour ces couples, ils doivent déjà avoir l'information que pour nous, dès qu'il y a grossesse, il faudrait peut-être une injection à cette maman pour éviter des fausses couches où tu mets au monde, l'enfant meurt directement. Donc, parce qu'il y a une incompatibilité sanguine. Souvent, on n'a pas cette information, on s'attelle plutôt à faire des examens VIH ou des examens d'électrophorèse qui sont aussi très très bien, mais il faudrait aussi avoir des informations que lorsque vous avez des projets d'avoir un enfant, c'est mieux de consulter, on va vous mettre dans des dispositions où
vous pourriez être enceinte normalement et éviter ce genre de choses. Et nous avons dit que c'est une femme sur deux. Oui. Donc la moitié des femmes ont déjà connu même un problème de fausse couche. Et c'est quand même un problème sérieux de santé publique. Il y a encore un autre problème sérieux, c'est quand on ne sait pas qu'on a fait déjà un retard et on néglige par exemple les petits retards mais qui nous emmènent à faire des fausses couches. Comment est-ce que la femme sait ou elle peut savoir que là, il faut que je me protège, là je suis déjà enceinte et que je dois avoir des restrictions sur certaines choses pour éviter à faire des fausses couches? D'abord, avoir l'information. C'est pourquoi j'ai dit, il ne faudrait pas, aujourd'hui on conseille, généralement, c'est qu'on ne tombe pas enceinte par hasard. Aujourd'hui, la médecine est quand même assez avancée pour que la femme puisse apprendre à gérer son horloge gynécologique pour pouvoir gérer ses règles. C'est possible et c'est pourquoi il faudrait être enseigné pour éviter. Et donc, il y a des services de planning familial dans notre ville ici qui donnent des conseils gratuitement pour bien espacer les naissances et éviter ainsi ce genre de grossesse. Ou alors, tu tombes enceinte, tu ne sais même pas que tu étais enceinte. Il y a une femme qui est venue nous voir pour faire un planning familial et le médecin était trop pressé de mettre directement cette femme sous contraceptif alors que la femme était déjà enceinte. Tu vois, les gens de femmes qui tombent enceintes et puis après, elle attend la reprise des couches et pour venir consulter. Alors, la reprise des couches, elle n'est pas venue à temps. Donc, avant qu'il y ait reprise de couche, il y a d'abord ovulation. Et dès qu'il y a absence de l'ovulation, alors vous allez voir les règles revenir. Cette femme est venue et le médecin pensant que la femme avait une aménorrhée physiologique parce qu'elle avait un bébé. Pourtant, la femme était déjà enceinte. Alors, elle donne un contraceptif à cette femme et ce contraceptif, la femme était enceinte. Ça fait en sorte que la femme puisse expulser 2-3 mois après. Donc, ce sont des choses qui arrivent dans notre milieu parce qu'il n'y a pas d'information. Donc, alors, avant dès que la femme accouche, avant les 45e jours, on demande à la femme de revenir à l'hôpital pour donner ces conseils-là de planning familial. Et dans les conseils de planning familial, on invite les couples. Et on refuse aujourd'hui de faire seulement avec la femme parce qu'il y a parfois des conflits de couples. Il y a des hommes qui veulent à ce que sa femme puisse accoucher chaque année, 3 enfants, et de manière à ce qu'ils puissent arrêter après 3 enfants ou 4 enfants parce qu'ils ont connu des moments de stérilité. Et la femme, elle ne veut pas. Elle cache à l'homme et puis elle vient seule pour mettre un contraceptif et le mari ne comprend pas pourquoi la femme ne tombe pas enceinte. Donc, on conseille toujours au couple de venir à deux. Comme ça, on explique le deux et ils prennent le temps de décider pour prendre un traitement contre la contraception. Et on va expliquer les biens fondés et les avantages et les désavantages pour chaque méthode qu'ils auront à adopter. Donc, c'est quand même important que l'information puisse passer et que ça puisse passer même dans nos églises, dans nos cellules, qu'il y ait au moins des personnes qui puissent parler de cela parce que ça fait partie de nos vies, parce qu'on a remarqué, comme je vous ai dit, qu'il y a beaucoup de femmes consacrées, des femmes que nous pouvons dire des religieuses ou alors des femmes qui ont des grandes responsabilités à l'église qui viennent avec ce problème-là et se disent que je vais confesser après, je vais demander pardon. Alors, il y a un autre point. Je ne sais pas ce que vous pouvez dire à toutes ces femmes qui pensent qu'après une fausse couche, un avortement spontané, comme c'est dont on a parlé ici, juste après, la femme a la facilité de tomber directement enceinte. Ça, c'est ça qui se dit dans la cité. Est-ce que c'est une supposition qui peut être vraie de se protéger juste après une fausse couche parce que la femme serait susceptible de tomber directement enceinte de la semaine ou le mois qui suit? Oui, c'est vrai. Et ce n'est pas seulement pour la fausse couche, mais même pour tout accouchement. Et dès que la femme accouche, donc on voit que c'est de manière naturelle. Il faudrait qu'il y ait la physiologie demande à ce qu'il y ait une période d'aménorrhée et puis une période de fertilité qui vient de manière spontanée. C'est la raison pour laquelle nous avons dit ici que dès que soit que ce soit fausse couche ou accouchement normal, la femme, le couple devrait être encadré pour bien gérer leur sexualité, puisque la femme présente des risques de se retrouver encore enceinte. Et d'ailleurs, on dit même pour les cas de fausse couche, si vous avez connu une fausse couche, surtout de fausse couche du premier trimestre, avant la 12e semaine, il y a encore des risques de récidiver avec cette fausse couche. On peut récidiver première fausse couche, deuxième fausse couche, troisième fausse couche. C'est pourquoi on devrait être encadré de manière à ce qu'on puisse éviter de tels drames. On parle de récidive, hein, parce que c'est aussi important. Dans la cité toujours, on parle
c'est le terme qui n'est pas approprié, quelque chose qui boufferait le fœtus dès que le fœtus entre et qui partirait. C'est une maladie chez la femme de perdre les enfants comme ça. Parce que les femmes ont certains termes dans la cité, dire qu'il y a Kiloulou, Kimo, et qu'on a pris à Batoto Muntumbo. Est-ce qu'il y a une certaine maladie pour une certaine catégorie de femmes qui sont exposées à, je peux dire exposées à ces avortements spontanés, ces fausses couches à tout moment qui se répètent, qui se répètent? Est-ce qu'on peut appeler ça maladie? Et c'est quoi peut-être si c'est une maladie? Nous avons dit ici, théoriquement, lorsqu'on fait la 3e fausse couche spontanée, et comme nous avons dit, et on est obligé de consulter. Les causes, ça pouvait être les causes organiques, c'est-à-dire l'organe pose problème. Là, on va essayer de s'interroger sur ses antécédents. Ça pourrait être, comme je vous ai dit, elle avait connu, dans des fausses couches qu'on a essayé de faire, la personne a connu un curettage, et puis c'était un curettage un peu écrasant qui a blessé la femme et ça a créé des synergies. Ainsi, donc, la cavité devient réduite. Ça pourrait être aussi organique parce que la femme avait connu une chirurgie ou une béance cervicale. Donc, le col ne sait plus très bien se fermer à cause des avortements à répétition, de fausses couches à répétition. Ou alors, ça pourrait être aussi de cause des infections. Et dans les infections, nous avons parfois, on fait un examen à la recherche des syndromes TORCH. Dans TORCH, c'est-à-dire il y a toxoplasmose, rubéole, il y a le syphilis, des infections qu'on a connues dans le temps. Et dès que vous réagissez à l'un des parasites, et là, on va te mettre sous traitement. Il y a aussi peut-être une incompatibilité sanguine, comme j'avais essayé de dire, qui occasionne ces fausses couches. On saura comment te prendre en charge. Ça peut être aussi des anomalies génétiques qui font en sorte que vous puissiez avoir de telles choses. On dit souvent, surtout pour ce qui est de œufs clairs, il y a des traitements que l'on pourrait donner, des vitamines que l'on donne pour éviter certaines malformations qui pourraient arriver génétiquement pour essayer de prendre en charge. Généralement, lorsqu'on fait déjà une 3e fausse couche, on est obligé de rechercher la cause qui pourrait être organique ou physiologique, comme nous avons essayé de dire. Est-ce que les kystes ovariens, est-ce que les myomes, par exemple, pourraient être aussi la cause de ces avortements, de ces fausses couches? Oui, justement, dans les causes organiques, c'est-à-dire l'utérus qui pose problème, on peut avoir des synéchies, comme je l'ai dit, il peut y avoir une chirurgie antérieure, on peut avoir le myome que vous avez, vous pouvez avoir une certaine anomalie au niveau des ovaires, parce que les ovaires, ça donne les hormones de la femme, il pourrait y avoir des causes hormonales qui pourraient créer ça. On peut avoir aussi au niveau de goitre, cette femme a l'hormone thyroïdienne assez élevée, puis ça cause de ce goitre qui libère les toxines. Ça pourrait être aussi une maladie. Oui, justement, lorsqu'on a un goitre, la femme libère certaines hormones qui sont nocifs pour la grossesse et pourraient occasionner des avortements à répétition. Le diabète aussi. Le diabète, lorsqu'on a un sucre qui a été déséquilibré, ça pourrait occasionner ce que la femme puisse connaître de fausses couches ou avoir des gros bébés, enfin des petits bébés. Et même l'hypertension, ça pourrait avoir aussi des conséquences pour que cette femme puisse connaître des fausses couches. Pourquoi il faudrait consulter pour qu'on puisse ouvrir ces portes-là? Est-ce que c'est hormonal, est-ce que c'est génétique, est-ce que c'est infectieux, est-ce que c'est organique en soi, pour essayer de cerner votre problème et voir dans quelle mesure on peut essayer de vous prendre en charge comme il faut. C'est donc très, très délicat et c'est très important de connaître toutes ces choses. Il y a des femmes qui font des avortements spontanés, des fausses couches, il faut les appeler comme ça, tels qu'on les connaît dans la cité. On les fait, mais on ne sait pas pourquoi. On peut même citer tous les sorciers de la famille, mais c'est un problème qui peut être réparé, un problème qui peut être soigné seulement parce qu'on n'a pas peut-être consulté, parce qu'on ne se connaît pas. On fait peut-être des infections qui font assez qu'on arrive à perdre les bébés à tout moment et on peut ignorer ces choses, perdre les enfants à tout moment. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, on nous dit il faut consulter. Alors on va peut-être un dernier mot sur ce point des accouchements ou des avortements spontanés qui sont appelés fausses couches. Qu'est-ce que vous pouvez dire à toutes ces femmes, surtout aux hommes aussi? Parce qu'il y a une femme qui a témoigné disant qu'elle perdait ses bébés parce que son mari voulait être brutal à tout moment, qu'il fallait avoir des rapports intimes. Cette brutalité faisait à ce qu'elle perde chaque fois 3 mois après, elle perd la grossesse, 4 mois après, elle perd la grossesse. Il y a aussi des hommes qui sont concernés dans l'affaire. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire à propos de cela?
Pour essayer de donner peut-être un petit conseil, je recommence par les ABC, c'est-à-dire qu'on est un couple assez moderne. Nous conseillons qu'il y ait fécondation ou grossesse dans le couple. La première des choses, que ce soit vraiment dans le couple. Comme ça, là, on sécurise la femme, on sécurise le couple pour que les choses se passent normalement. Alors, de deux, nous allons encore encourager, c'est que si vous voulez avoir, ou si vous avez des projets d'avoir un enfant, de consulter de manière à ce qu'on puisse vous faire certains examens pour éviter de tels désagréments. Alors, si vous êtes déjà dans les situations où vous connaissez une fausse couche, si c'est juste une fausse couche, ne vous alarmez pas. Je pense qu'à la seconde fois, vous pourriez avoir la chance d'avoir un enfant normalement. Mais si ça se répète 2 fois, 3 fois, c'est mieux de consulter pour pouvoir cerner les problèmes. Et puis, lorsque vous avez un retard des règles, c'est mieux de consulter directement pour qu'on puisse vérifier est-ce que cette grossesse est à l'intérieur de l'utérus, est-ce que les conditions sont quand même assez réunies pour que cet enfant puisse évoluer normalement. Parce qu'il y a des grossesses qui, au lieu d'être à l'utérus, ça peut se retrouver aussi en dehors de l'utérus et occasionner des douleurs et faire en sorte qu'on puisse même vous opérer. Alors, pour une femme qui a déjà connu une grossesse peut-être en dehors de l'utérus, surtout si on avait fait une chirurgie, cette femme-là, avant de se retrouver enceinte, c'est mieux de consulter parce qu'elle a encore de risques de pouvoir connaître le même problème si on n'a pas circonscrit le vrai problème. Et puis, les fausses couches, il faudrait que la réparation puisse se faire à l'hôpital. Et lorsqu'on répare à l'hôpital, on sait vous prendre en charge et faire des contrôles de manière à ce qu'on mène aussi des investigations pour essayer de cerner votre problème. Donc, l'histoire où la grand-mère avait l'habitude de prendre ceci ou de faire cela, nous n'encourageons pas ça et nous conseillons vraiment le peuple indien ainsi que la population louchoise, surtout lorsque vous êtes déjà dans le couple et qu'il y a un retard, de vite consulter afin de prévenir certaines choses au lieu que de commencer à faire des réparations après. Connaître une fausse couche, ça laisse toujours des séquelles dans le cœur et dans la vie du couple. Sous le plan psychologique, ça a toujours beaucoup d'effets. Et la peur de la grossesse, de la future grossesse, guette les couples. C'est pourquoi vous devez être accompagné et dans la prière et aussi par les professionnels de santé pour voir dans quelle mesure on peut vous orienter et essayer d'éviter ce genre de choses. Nous martelons pour le couple en disant que les pourcentages, soit de fausses couches ou d'avortements, c'est encore beaucoup plus élevé dans le couple et que chez les célibataires. Donc, les hommes mariés sont beaucoup plus concernés par rapport à ça, ainsi que les hommes qui ont une certaine responsabilité, une autorité, une femme consacrée à l'église, elle est choriste à l'église, on sait qu'elle est chantre, et se retrouve enceinte en dehors de la grossesse, elle veut impérativement essayer de l'interrompre. C'est pourquoi il faudrait être vraiment enseigné pour savoir se gérer et éviter ce genre de désagréments. Et donc, merci beaucoup pour ce très bon conseil. C'est une bouche autorisée, moi je les appelle comme ça. Ils sont censés nous aider, nous conduire pour que nous restions en bonne santé. Vous dites que la santé n'a pas de prix. Moi, je peux dire que la santé se paye par le prix de la prévention. Prévenez au lieu d'attendre, guérir, parce que la réparation coûte encore plus cher. Et donc, faites un effort pour rester en bonne santé. Nous vous remercions beaucoup, Dr Peter. On se retrouve donc prochainement pour continuer avec cette série d'avortements. Allez, à vous. On se retrouve aussi prochainement. Prochainement, on parlera des avortements. Aujourd'hui, c'était spontané, mais prochainement, on parlera des avortements provoqués. Quels sont surtout les risques et comment est-ce qu'on peut les connaître pour les éviter s'il le faut ou pour bien le faire aussi s'il le faut. Et donc, merci à vous. On se retrouve prochainement. Vous qui nous suivez à la radio, 88.4 MHz et à la télévision, La Parole Éternelle continue avec ses programmes et la bonne santé, c'est fini pour aujourd'hui. Au revoir et à la prochaine.